Je veux saluer beaucoup de choses qui ont été dites dans ce tour d'horizon. À la fois, bon, des choses qu'on ne savait pas hein, sur ce qui est en train de se passer, la différence finalement entre l'intervention des bourses sur le mode incitatif en direction des entreprises cotées, plutôt que l'intervention des régulateurs. Et souvent, dans plusieurs pays aujourd'hui, c'est les bourses, ce sont les sociétés de bourse qui, avant même l'intervention des régulateurs ou l'adoption de lois, donnent le là au comportement informationnel des entreprises. Tu as cité le cas du Brésil, aussi le cas de l'Afrique du Sud, aussi le cas de l'Inde. L'Inde, il y a aussi aujourd'hui des guidelines en direction des entreprises cotées. C'est extraordinaire comment sur ces sujets, finalement, c'est le marché qui se prend en charge avant les régulations. Et les régulateurs, dans beaucoup de cas, arrivent après. Parce que ces éléments répondent à des besoins, à des besoins des investisseurs, des besoins d'autres acteurs. Ce que je voulais saluer aussi, c'est le constat très lucide sur le Maroc. Aujourd'hui, on a un univers boursier marocain qui est très segmenté, avec une minorité d'entreprises qui sont, pour certaines, aujourd'hui en ligne avec les meilleurs standards internationaux. Certaines sont vraiment en ligne avec les meilleurs standards internationaux, parce qu'elles sont filiales de multinationales qui les ont poussées à intégrer ces standards, mais pas uniquement. Pas uniquement, c'est ça aussi qui est surprenant et fascinant dans notre pays, c'est que certaines entreprises ne sont pas du tout des filiales de multinationales, ce sont des entreprises tout à fait nationales, enfin à capitaux locaux, hein, capitaux privés locaux, et qui aujourd'hui sont des leaders en matière d'intégration des standards de responsabilité sociale. On est entre nous, on peut donner des exemples. Exemple, celle où tu as travaillé, qui était filiale d'une multinationale, c'était Maroc Télécom. Elle était filiale de Vivendi. Et elle est au meilleur standard en matière d'intégration des quelqu'un qui peut en parler. Voilà, et elle était aussi donc. Mais les gens de Maroc Télécom vivent très mal quand on leur dit oui, vous avez fait ça parce que vous êtes filiale de multinationales. Les cadres de Maroc Télécom ont un vrai patriotisme de leur entreprise. Ce n'est pas un patriotisme au sens national, c'est un patriotisme au sens de l'entreprise. On aime sa propre entreprise et on nous dit non, non, c'est pas du tout la maison mère qui nous a forcés, c'est en interne, on s'est engagé. Mais à l'inverse, vous avez aussi des entreprises à capitaux locaux, vous avez une entreprise comme BMCE. Alors je signale que BMCE, elle, a mis en place un fonds d'investissement socialement responsable. Là, c'est la première à avoir mis un fonds sur critères socialement responsables, géré sur ces critères-là, elle a communiqué dessus. Et il y a, comment elle s'appelle, Managem, par exemple, qui est aussi représenté dans la salle. Managem, ben, c'est pas du tout une filiale de Codumar aussi. Bon, Codumar maintenant est une filiale de multinationales, mais nous, Vigeo, nous notons Codumar et nous notons sa maison mère qui s'appelle Wilmar. Eh bien, la filiale est mieux notée que sa mère. La fille est mieux notée que la mère. Codumar est mieux notée sur les mêmes standards, avec la même exigence, etc. que Wilmar. Mais c'est des sujets vivants. C'est des sujets vivants. Vous savez, on ne communique pas sur les notes parce qu'elles sont payées par les investisseurs et les gérants. Mais par exemple, quand les téléopérateurs ont supprimé la voix IP au Maroc, quand ils ont fermé Viber et Skype et WhatsApp, etc., et ben, les 2 sur 3, parce que Inouï, elle n'est pas cotée, donc il n'y a rien eu pour elle, mais Maroc Télécom et la filiale d'Orange au Maroc ont été dégradés sur leur responsabilité sociale, dans leur note, et ça a impacté leur maison mère. Parce que c'est quelque chose qui touche à la responsabilité de la relation avec les clients. Ce qu'il aurait reproché, c'est pas d'avoir suspendu la voie IP, c'est de l'avoir fait sans informer les clients, sans information sur les clients. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a eu fermeture. Ce que
ce qui dans d'autres pays aurait été difficilement concevable. Donc la responsabilité sociale, ça concerne aussi la façon dont on se comporte avec les clients. C'est le respect des droits des clients, l'information des clients, l'équilibre dans les relations avec les clients. Bon, monsieur RSO, il est malin. Pour me faire taire, il m'a mis à la modération, donc ce qui me contraint de limiter mon temps de parole, donc j'arrête tout de suite, et je vais vers la salle pour vous demander, sans modération, de poser vos questions aux intervenants. Voilà. On prend les questions, on va commencer par la droite, enfin ma droite, c'est-à-dire votre gauche. Voilà, vous vous présentez si vous le voulez bien, et vous posez vos questions en indiquant à qui vous l'adressez. Bonsoir, merci pour la qualité de la présentation. Alors je me présente, Madame Hajar Matasseb, donc je suis gérante de portefeuille Action et également doctorante chercheuse, donc mon sujet c'est la RSE, c'est pourquoi je suis là. Donc j'ai utilisé au fait mes deux casquettes. J'ai utilisé mes deux casquettes au fait de chercheuse et de gérante, donc j'ai eu en même temps une question et un constat. Donc, monsieur Khatel, tout à l'heure, lors de votre présentation, vous avez parlé d'une relation positive avec certitude entre ISR, RSE et performance financière. Maintenant, même la communauté scientifique est actuellement dans un dilemme parce qu'on n'arrive pas à prouver cette relation directe, positive entre RSE et performance financière. Donc justement, on peut le dire parce qu'on a des cas, mais il faut le prouver quand même scientifiquement. Donc j'en profite pour dire qu'il faut quand même encourager la recherche dans ce sens. Recherche au niveau du Maroc. Monsieur Bius, vous avez parlé du cas du Brésil, enfin plutôt du Canada, et on voit un impact direct le lendemain de l'annonce que les cours sont directement liés aux annonces RSE, mais ça c'est vraiment au Canada. Donc est-ce que c'est réellement pris en compte au Maroc? Il faut un peu essayer de contextualiser par rapport au cas marocain. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut encourager la recherche dans ce sens. Très bien, très bonne première question. On va prendre encore deux questions. Deuxième, alors très courte. Hein. Très courte. Alors justement, l'ISR au Maroc, les placements, lorsqu'il s'agit de placement, on parle de placement. Le vrai souci, moi, je pourrais dire que c'est un souci de demande. Parce que dans mon cas, dans notre société de gestion, là où je suis, sur un total actif qui est quand même assez conséquent, on n'a que 2% d'actifs sous gestion qui adoptent l'approche négative. Parce qu'on est quand même un pays musulman, donc c'est les Sharia Compliant Funds qu'on peut inclure dans cette catégorie. Et donc finalement, c'est un souci de demande. Donc il faut un effort pour la promotion de ce type de produit. Voilà. En fait, c'est un constat, c'est pas une... Très bien, mais c'est un constat qui complète les questions. Très bien. J'ai une main qui se lève. Vas-y. Je la vois parce que je la connais. Bonsoir, donc je vous remercie de votre présentation. So, my question to Mr. Ricardo. Nous, on ne la connaît pas. Ouais. Je suis Fatima Zara, analyste chez Vigeo. C'est pas que je l'ai trouvé. C'est pas de RSI. Mr. Ricardo, so you had kindness to explain the measures by which financial institutions can mitigate against social and environmental risks, but I would like to get your opinion on how do you think financial institutions can also mitigate against corporate governance issues, because I think that there is a big challenge that if it's not well managed, can really impact the sustainable development of businesses, notably financial institutions. Thank you. Government issue for the banks or for the clients? I mean, for both. That would be good. Thank you. Très bien, c'est clair. Alors, j'ai quelqu'un au fond et puis je viens ici, oui. Moi, c'est Sharif Karim, je suis analyste financier dans une banque de la place. Donc, mais je suis ici à titre personnel, donc disons que je travaille dans une banque. Ma question s'adresse à vous, M. Khatel.
En fait, vous avez tout à l'heure évoqué les critères de BAL 3 qui seraient mis en application bientôt donc, au Maroc et selon lesquels, j'ai pas bien saisi comment pourrait inciter plus les banques à intégrer les critères RSE dans leur grille d'analyse crédit. Et la deuxième question, c'est au-delà des critères BAL 3, justement, et au-delà encore une fois de l'aspect marketing qui fait ce phénomène de mode, on va dire, autour de la RSE, comment une banque pourrait intégrer ces critères-là, selon vous, pour évaluer un dossier de crédit, ou le privilégier si vous voulez, on va prendre ça comme on veut. Merci. C'est très clair, merci. Jamil ? Sans micro, non. La hiérarchie, donc, j'ai été financier pendant quelques temps, mais depuis une quinzaine d'années, donc je suis consultant formateur et je travaille sur des modèles de management et de leadership qui s'approchent un peu pour promouvoir des modèles proches de la RSO. Mes questions vont peut-être s'adresser surtout à mon ami Siddaj parce qu'elles sont assez générales. D'une manière générale, c'était des exposés très instructifs, il y avait beaucoup d'informations, mais on remarque qu'on a peu parlé du Maroc, alors que le titre de la rencontre, c'est l'investissement responsable au Maroc. Donc ça veut dire qu'il y a encore un grand chemin à parcourir et je crois qu'on a fait l'état des lieux. Ma deuxième remarque aussi, ça va toucher l'information. Actuellement, l'information que nous avons sur les pratiques des entreprises, elle est encore maigre. J'ai eu entre les mains pas mal de rapports, outre les rapports financiers, les rapports qui touchent l'aspect sociétal, et en général c'est très maigre. Pour ne pas dire, même pour être un peu sévère, parfois décevant. On prend un gros rapport de 80 pages, mais quand on le lit, on peut le résumer en 30 lignes. Ça veut dire que l'information est encore maigre. Et mon autre observation aussi, c'est que la société civile est peu impliquée dans la promotion de la RSO. Et je crois qu'il nous manque justement cette implication, parce qu'il faut toujours, on va dire, une locomotive. Ça peut être la société civile, ça peut être l'État, ça peut être... et là, il n'y a pas encore de locomotive pour cela. Et ma dernière observation aussi, c'est qu'on n'a pas d'informations, mais de type normative, à part les normes ISO 14001, les normes. On n'a pas encore assez de guidelines pour distinguer, pour faire des critères, ce qui fait que nous sommes un peu dans une information trop générale. Voilà, c'était mes réflexions. Très bien, il y a beaucoup de mains qui se lèvent, donc j'en vois 3. Allez, monsieur, et vous. Et puis vous, ce sera le dernier. Zakaria Mouli, responsable environnemental et social de la société Afrinvest. Donc c'est une société qui gère le fonds d'investissement à vivre avec un Infrastructure Fund. Moi j'ai pas de questions, mais j'aimerais partager avec vous notre expérience dans le domaine ES. Donc juste pour rappel, ARIF, c'est le tour de table d'ARIF est constitué par les principaux bailleurs fonds. Donc on a la AFC, la BAD, Proparco, Bio, BUI, etc. Et donc, on a l'obligation d'appliquer une politique environnementale et sociale pour tous nos projets. Donc, pour tous les projets infrastructures qu'on réalise, que ce soit au Maroc ou en Afrique, donc on réalise une évaluation environnementale et sociale en se basant sur les normes de performance de la ICFI, les directives sectorielles, donc la ICFI ont des directives par secteur. Et donc, à la fin, on réalise l'analyse des écarts et on sort avec un plan d'action. Ce plan d'action est inscrit dans la doc juridique. Donc avec l'acquisition des actions du projet. Et donc le promoteur a l'obligation de respecter ce plan et aussi de nous faire du reporting, donc de nous transmettre du reporting qui n'est pas financé, donc les indicateurs ES, les formations, les incidents, les accidents, tout ce qui est en relation avec l'US, donc les grèves. Alors, autre point, c'est que dans tous nos projets,
on insiste à ce que des mesures d'accompagnement à caractère social soient mises en place. Donc des projets générateurs de revenus, création, mise en point par exemple des actions purement à caractère social, création de pistes, réparation d'écoles, voilà. Donc, intégration RSE dans la conception et le développement de... Et juste un petit détail, même au niveau du plan d'action, on essaie d'être le plus explicite possible pour aider la société à mettre en place des actions pertinentes. Et parfois même on l'accompagne à la mise en place de certaines actions. Très bien. Donc on va bien faire connaître tout ça, c'est exemplaire. Monsieur Sans micro. Avec micro, il arrive. Merci Monsieur le Président. Donc, Saad Hamouri, je suis consultant en business développement et past président de la commission PME à la CGM. Donc je vais bien sûr parler de la PME, parce que là ce qui a été présenté est très beau, mais souvent les petites entreprises et très petites entreprises ont d'autres préoccupations. Donc je ne sais pas ce qui a été fait, est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation. Et pour parler de sensibilisation, je parle aussi du volet plus large, c'est-à-dire la société civile. Pour vous parler d'une petite anecdote que j'ai vécue quand j'ai travaillé pour une société suédoise il y a de ça quelques années dans la cosmétique. On avait marqué sur les catalogues que ça n'était pas testé sur les animaux. Quelqu'un est venu me voir, il m'a dit au Maroc, donc pour les Suédois c'était tout à fait logique. Il m'a dit est-ce que vous allez tester sur nous? Donc c'est là où je trouve, donc il y a quand même un effort à faire, même actuellement, enfin ça je parle d'il y a une dizaine d'années. Mais est-ce qu'il y a un travail qui est fait en termes de sensibilisation dans les écoles, dans les petites structures? Est-ce qu'il y a un accord qui est fait avec Maroc PME pour accompagner dans les différents dispositifs? Enfin, ça c'est une question, je ne sais pas qui pourra répondre à cet élément. L'autre élément est plutôt par rapport aux facteurs réglementaires. Tout à l'heure, on a dit, je crois que quelqu'un a dit que c'était une décision, disons, tout à fait souveraine d'entreprise. Moi, j'ai moi-même accompagné un projet avec la région, enfin dans une région de Catalogne, et j'ai posé la question à une région qui est très connue pour la production de cuir, qui est Igualada, et les gens qui ont vécu ça m'ont dit sincèrement, on a dû, le cuir, comme vous le savez, pollue beaucoup, comme chez nous à Fès. Et ils m'ont dit sincèrement, on a dû s'y faire parce qu'il y avait une réglementation européenne. Avant, polluer à tour de bras. Donc il y a quand même l'aspect réglementaire et donc l'épée de Damoclès qui peut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. Les gens, d'autant plus dans notre marché, sont plus, c'est un marché de prix. Et donc quand vous leur dites, vous devez faire ça, tout ça a un coût. Est-ce que donc les petites structures vont y arriver? Et donc, quid donc de cette facteur réglementaire et facteur incitatif, c'est-à-dire la carotte et le bas. Merci. C'est très clair. Il reste deux questions. Allez-y. Merci à Moujib Ben Rissoul. Je suis universitaire et président de la commission recherche et développement de RSE au Maroc. Je voudrais juste partager avec vous ma réflexion sur l'évaluation de l'investissement socialement responsable. Je pense que ce qui pose problème, ce n'est pas tant les critères à mettre, les critères d'évaluation, mais plutôt leur évaluation, c'est-à-dire comment évaluer ces critères. Il y a deux grandes familles de méthodes. Il y a les méthodes multicritères qui essayent de noter les entreprises ou les investissements selon un certain nombre de critères qui ont des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il y a plusieurs critères. Les inconvénients, j'en citerai un, c'est celui de la notation. La notation, il n'en reste pas moins qu'elle est arbitraire. On peut être d'accord sur les critères, mais la notation, elle est arbitraire. Elle est arbitraire d'autant plus que par la suite, on va agréger ces notations selon une pondération. Et la pondération est elle-même arbitraire. Et donc ça pose un problème, un vrai problème. La deuxième grande famille de méthodes est les méthodes de la Banque mondiale, qui sont des méthodes économiques, qui ont des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est d'avoir une valeur, c'est-à-dire d'arriver à une valeur de l'investissement, une valeur monétaire de l'investissement. Mais là aussi, ça pose un problème, c'est-à-dire de comment monétariser. Bon, il
il y a tout un certain nombre d'hypothèses que l'on met en œuvre pour arriver à cette monétarisation, il y a un problème. Alors, modestement, ici au Maroc, on fait des recherches. Madame Mouatassim, qui a parlé tout à l'heure, est ma doctorante. Elle travaille sur comment concilier entre ces deux approches, c'est-à-dire entre l'approche multicritère et l'approche économique. C'est-à-dire que nous faisons des efforts. Elle travaille également, il y a un autre travail qui se fait sur la relation qu'elle a évoquée, c'est-à-dire entre RSE, intégration de la RSE et performance. Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que si une entreprise met en place des investissements socialement responsables et la RSE de façon générale, est-ce que cela aboutirait à une performance au sens de l'entreprise? Et donc je vous invite, et j'invite les professionnels à collaborer, c'était sa demande d'ailleurs, à collaborer avec le monde universitaire, d'autant plus que nous sommes, c'est-à-dire qu'il y a un lien à travers l'association, pour participer ensemble à une approche peut-être marocaine dans ce sens. Très bien, merci. On a une dernière, vraiment toute dernière intervention. Merci. Avant de donner la parole au oui, bonsoir, merci pour tout. Je suis Bouassi Mohamed, je suis enseignant-chercheur en finance et je suis doctorant. Le sujet de ma recherche, c'est justement l'ISR au Maroc, le cas des sociétés cotées à la BVC. J'ai déjà fait une étude sur les investisseurs particuliers au Maroc et j'ai constaté que la majorité, sinon tous, ont des préoccupations encore très loin des contraintes ESG. Ils sont beaucoup plus intéressés par le côté financier que par le côté extra-financier. Et donc, je me pose la question, si on veut promouvoir l'ISR à la BBC, quelles seraient les meilleures conditions qu'il faut mettre en place, ou bien quelle serait également la meilleure stratégie à adopter pour constituer des fonds ISR parmi les conditions disponibles. Très bien. Merci. 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 Alors, nous allons rendre la parole aux intervenants dans l'ordre où ils sont intervenus pour répondre aux questions qui leur ont été posées et même, s'ils le souhaitent, à celles qui ne leur ont pas été posées. Pour 5 minutes chacun. Et je demanderai à chacun d'entre vous de clore, si c'était possible, son intervention par quelque chose de très personnel, en répondant à 2 questions. Première question, vous me répondez par oui ou par non. Est-ce que vous y croyez vraiment? Vous pouvez me dire j'y crois ou j'y crois pas. À l'investissement socialement responsable. Et deux, quelle que soit votre réponse, j'y crois ou j'y crois pas, c'est essayer de nous dire un levier, quel est selon vous le levier prioritaire qui peut favoriser le développement de l'ISR, et à l'inverse, quel est selon vous l'obstacle à lever pour favoriser le développement de l'ISR. Donc, j'y crois pas, une option, mais pas une. Que faire prioritairement et que ne pas faire, ou que faut-il éviter, ou régler, ou résoudre, etc., pour que ce concept puisse se développer. Alors, dans l'ordre des interventions, allez, si Nofel. Oui. C'est inconcevable dans ma tête qu'après tout ça, qu'ils me disent je ne crois pas. Mais s'ils ne croient pas, c'est comme si. C'est la schizophrénie ambiante. N'essayez pas. Non, monsieur. À la limite, il ne faut pas influencer le jury. Laissez les gens s'exprimer. S'ils n'y croient pas, ils vont. La réponse de la deuxième. Allez-y. Y croire. Non, on est libre de ne pas y croire. Allez-y. Non. Est-ce qu'il y a moyen de poser une question à monsieur le modérateur? Non. Ma réponse. Ah oui. Allez-y. Une question.
Diouli Fawzi, pardon, rapidement, Vigéo a apporté la notation extra-financière au Maroc. En quoi cette notation, en quoi cette belle expérience a-t-elle contribué peut-être à la promotion ou pas de l'ISR et de la responsabilité sociale? Très bien, merci. Est-ce que vous y croyez aussi? Et je conclurai là-dessus. Allez-y. Allez-y. Écoutez, j'essaierai de répondre un peu, donner ma vision un peu sur tout ce que j'ai entendu comme question, et en essayant d'être pragmatique et direct. Avant tout, bon, oublions cette question d'ISR et de nom barbare, ISR, RSE, etc. Il faut comprendre la logique de la finance globale et mondiale. Il n'y a plus de frontières, vous avez des bailleurs de fonds, et vous avez des décideurs qui ne sont pas bailleurs de fonds. Ceux qui décident, ce sont ceux des gens qui, par exemple, comme nous, n'allons pas être salariés de ces gens-là. Et ils vont nous inviter pour décider à leur place et vérifier le travail de la société de gestion. La société de gestion travaille et vous avez des experts indépendants qui disent go, no go. Mais celui qui a posé l'argent, il n'est pas là. On ne le voit même pas. On est payé pour s'asseoir et décider en tant que professionnel. C'est comme ça que se font les décisions. Pour l'investissement capital-risque, même pour l'investissement avec des pays. C'est comme ça qu'on investit par exemple dans des grands programmes d'infrastructure, le Mazen, etc., les sociétés de financement international. Ben, si vous croyez qu'une station solaire marche sans 10 000 contrats études environnementales, etc., vous avez beau parler de souveraineté nationale, etc., non. Ceux qui financent exigent, et le terme est bien choisi, exigent d'avoir tel type de rapport fait par tel type de cabinet. Donc, les banques reçoivent de l'argent des bailleurs de fonds. Ceux qui prêtent de l'argent posent des conditions qu'ils veulent. Donc ils peuvent poser la condition d'être en conformité avec un aspect ISR. Juste pour vous donner, j'ai entendu des questions sur le Maroc et la déconnexion. Ces mêmes questions, j'ai eu la chance de vivre ces dernières 20 années les principales réformes qu'il y a eu au Maroc. Je ne sais pas s'il y a des banquiers parmi nous qui ont un certain âge ou un âge certain. Tout le monde est jeune. Certain. Tout le monde est jeune. Dans les années 90, les établissements publics, on disait établissement public souverain du Maroc. On ne sortira jamais du CGNC. Ben, quand ils ont dit à l'ONE qu'on ne leur donnera pas un rond s'ils ne se mettent pas aux IFRS, ils ont fait la course pour se passer aux IFRS en 2 ans. Ben, on nous dira vous n'aurez pas un rond pour avoir, si vous ne passez pas selon certains critères de l'ISR, et ce sera la course et les banques se mettront. Quand vous parlez de BAL 3, quelle est la relation entre BAL 3 et l'ISR? C'est que la banque arbitrera de manière plus sévère son dispositif de crédit. Elle aura moins d'argent à donner en crédit. Quand elle arbitrera par rapport à certains critères, tout simplement. Donc elle fera un écrémage. Ses meilleurs clients seront les clients qui seront mieux notés. Tout simplement. Et donc celui qui passe aujourd'hui parce qu'il est limite ne passera pas demain. Je vais vous raconter rapidement, et là pour vous montrer l'influence de l'ISR, l'impact réel sur les entreprises. Une micro que j'ai vécue il y a, disons, 5 ans, et une macro que nous avons vécue au Maroc il y a quelques mois. Micro, j'ai travaillé, on avait été contacté au niveau du cabinet par un grand groupe investissant dans les infrastructures pour travailler sur une mission en matière urgente pour le développement d'une infrastructure dans l'énergie renouvelable. Bon, on a fait la course, on a travaillé pendant 3 ou 4 mois, donc vous pouvez imaginer le budget avec 2 ou 3 personnes. Et puis à la fin, on arrive à la facturation, on facture et je reçois un document. C'était en 2009-2010. Je reçois un document du service achat du client, alors que le contrat a été signé, en me disant voilà, veuillez remplir ce formulaire, quelque chose comme 15 pages.
avant de vous payer. Votre rapport a été validé par tout le monde. Donc 15 pages, il y avait beaucoup de pages, qui vous êtes, combien de personnes, votre numéro, tata. Après il y avait des choses un peu plus gênantes, mais à la rigueur ça ne posait pas de problème. Est-ce que vous avez été contrôlé par le fisc? Est-ce que vous avez été contrôlé par la sécurité sociale? Est-ce que vous êtes à jour, etc., etc. Puis après on arrive à la dernière page où il y avait un astérisque à remplir obligatoire. Je ne savais pas quoi mettre. Ma femtèche. On te dit, au niveau de votre entreprise, vous avez combien de l'entreprise, vous avez combien de voitures, combien sont à diesel, combien sont à essence, et quelles sont les puissances. Il fallait chercher l'information. Je ne vous dis pas, ça a duré 2 jours. Parce que bon, finalement, l'information n'est jamais regroupée. Après, on arrive à vous dire, quel est votre bilan carbone? Et on vous dit, vous avez combien de climatiseurs? Est-ce qu'ils sont à pompe à chaleur ou ils sont en, je ne sais plus comment on appelle ça, spot, un terme technique, etc. Bilan carbone, moi dans le temps, je savais qu'il y avait bilan carbone pays, mais bilan carbone d'un cabinet prestataire de service, je ne savais même pas que ça se calculait. Et quand j'appelle mon client, je lui dis, écoute, là ils sont en train de m'embêter. Il me dit, je suis désolé, moi j'ai validé tout, mais là si tu ne remplis pas ça, ça passe pas. Et moi je peux t'aider, mais appelle quelqu'un qui peut donner des choses vraisemblables, tu t'engages. Bon, moi je vais leur dire de ne pas être trop regardant, mais pour la prochaine fois, préparez-vous. Ça c'est du micro. Je l'ai vécu. C'est-à-dire si on n'avait pas été à donner les bonnes réponses, le formalisme de paiement n'aurait même pas pu commencer parce que c'est des logiciels. Sur le plan macro, et là je demanderai à nos amis journalistes pas de quitter la salle, mais ce qu'on a vécu sur le plan IKEA, la Suède et la Norvège, c'est de l'ISR. C'est un fonds d'investissement souverain avec un comité d'investissement qui a décidé de ne plus investir avec les pays qui travaillent avec nous. C'est ça la réalité de la chose. Le fonds souverain a un comité d'investissement indépendant qui a pris une décision. À tort, mais qui a pris une décision. Parce que même sur l'ISR, on peut se tromper. Par définition, dans la notation est toujours subjective. Sinon, il n'y aurait pas de notation à l'école, il n'y aurait pas de notation à l'université, au lycée, ni la notation pour donner les primes ou les augmentations, etc. Elle est toujours subjective. Maintenant, l'ISR aujourd'hui, comme toutes les normes, ce sont des dogmes jusqu'à ce que les chercheurs montrent que le dogme doit changer. On ne peut pas dire on va attendre que la recherche donne. Non, il faut l'appliquer tel qu'il est, avec ses avantages, tel que c'est, avec ses avantages et ses inconvénients. Et puis si le dogme change, on va le changer comme tout le monde. Si, vous savez, en finance, on est in the market, out of the market. Si on ne l'applique pas, on est out. Nous travaillons... Non. Vous finirez entre vous. Vous irez prendre un café ou dîner ensemble si vous voulez. Monsieur, allez-y. Là. Allez-y. Ah oui, la question, laquelle? Il est froid, c'est incroyable. Vous êtes autoritaire, monsieur le modérateur. Oui, vous savez, très autoritaire. C'est bien. Alors, est-ce que j'y crois? Je crois dans tous les dogmes et dans toutes les normes. Très bien. Surtout quand on n'a pas le choix. Il faut aller. Ça ne sert à rien de freiner quand on est dans une descente. Quand on vous montrera que ça s'est stabilisé, freinez ou ne freinez pas. Mais quand vous êtes sur la lancée, ça ne sert à rien de freiner. Le monde va dans un sens, vous ne pouvez pas aller dans l'autre. J'y crois, oui, parce que le gros, ce sont des choses de bon sens. Maintenant, bon, certaines choses, il faut les adapter. Il faut qu'il y ait des fonds pour tout. Il faut qu'il y ait des fonds Sharia compliant. Il faut qu'il y ait des fonds qui ne soient pas Sharia compliant. Voilà, il faut qu'il y ait de tout pour faire marcher une économie. Mais oui, je crois, et je pense plus que ça, que le levier, comme ça a été le cas au Maroc jusqu'à maintenant, le levier de développement, c'est la réglementation, c'est l'imposition. Parce que sinon, on prend trop de temps, on est méditerranéen, arabe et africain. Très bien. Donc, 3... Merci. Voilà, donc on prend trop de temps. Donc il faut Monsieur Bendla, allez-y.
Alors, moi je vais commencer donc par la fin, par répondre à vos deux questions si j'y crois. La réponse est bien entendu affirmative. Donc pourquoi si on se place, si on prend la perspective par rapport à l'ISR, pourquoi l'ISR, pourquoi on en parle aujourd'hui? Pour moi, en ce qui nous concerne, c'est pour pouvoir avoir une durabilité. On a une responsabilité vis-à-vis de notre planète, des générations futures. Et donc on doit avoir cette vision-là au centre des choses de ce qu'on entreprend. Et donc de ce fait, ayant ce souci de responsabilité, étant dans le développement durable, on ne peut qu'adhérer à ces normes et à ces dogmes d'ISR et de responsabilité sociale. Ça, c'était le premier point. En termes de points, en tous les cas, de leviers sur lesquels on peut jouer pour pouvoir avancer dans l'application ou la mise en œuvre des principes d'ISR et de responsabilité sociale, l'un des points les plus importants, comme Simoufel et tous les intervenants l'ont souligné, c'est la force des prescripteurs, en tous les cas des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds internationaux, les DFAs notamment, nous imposent des normes qui sont très très strictes et on gagnerait à mieux communiquer là-dessus, donc pour tout le monde. Là, c'est le point qui est fondamental et je rejoins l'une des questions qui a été posée, notamment en ce qui concerne le manque ou le peu d'informations qui circulent vis-à-vis de l'ISR, de la RSE. Je pense que nous tous, collectivement, nous devons plus communiquer sur le sujet et sensibiliser plus les entreprises, quelle que soit leur taille. Chacun à son niveau doit appliquer, doit avoir cette vision de responsabilité vis-à-vis des générations futures et vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la planète, dans cette préoccupation quotidienne. Et l'un des obstacles, je pense que dans le contexte marocain, les entreprises qui appliquent, surtout les petites, ces principes de responsabilité sociale peut être amené à accroître peut-être certains coûts donc là pour moi c'est carrément un obstacle sur lequel on doit travailler et on doit mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et là je pense plus à la réglementation qui fait que tout le monde sera sur le même pied d'égalité et je reprends l'exemple du cuir où à partir du moment où on a imposé une réglementation, tout le monde est sur cette base d'égalité et il n'y a plus de discrepancies entre les différents intervenants de marché. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ambrosini. Vous avez une question précise que vous avez posée. Yes, the governance issues. It's part of the due diligence with financial institutions when we work with every single financial institution. Governance issue is one of the key points that are actually looked at. And also, once we have a client, then we try to improve governance once we work with them. We have actually advisory services that help banks improve on their governance. In terms of their clients, we require that the banks work with adhere to all the standards that we have discussed earlier. So there are some issues. It's not strictly governmental, it's mainly environmental and social. So this is the answer. In terms of, if I believe, I mean, it's my job. So, actually, I work in sustainable energy financing. So actually, we see banks, the clients. My job is building pipelines. So for the banks, so we visit industrial clients all over the region, and we see that probably at the beginning they are not interested. Once they understand the financial benefit of adopting certain measures, both on energy but also on environmental side, they are to believe. I remember one issue where a guy was laughing at me when I was telling him about doing energy efficiency renewables, and then once he understood that he was losing $500 per day, then he started listening. And the same thing is, for example, with petrol stations. It's another typical case where environmental and social is really an issue. And that's where once they understand the financial benefit of doing
these projects, these transactions, then you actually build a big pipeline. So, okay, there is financial benefit for these, for the banks and for clients to actually implement these measures. We see, and as was discussed, we see a much better performance of companies that follow these standards, because these are normally companies that are more focused on their bottom line. So they understand what are their costs, what are the costs now, what are the costs in the short term, medium term, but also long term. And these are the companies that banks want to work with. We are talking about Basel III, and there will be, the problem will be that all the banks, they will have constraints in terms of costs, different costs associated to different type of clients, and they will have all to fight for the same clients, and this is going to be an issue. And the issue might be also in the fact that smaller the SMEs and also the companies that have not good rating, they will be on the other side, and there will be a problem not only for the banks but also in terms of the general economy, because it will restrict access to finance for many companies, and this is going to be a challenge. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Sibad. Merci. Je commencerai par répondre à les 3 questions. J'y crois parce que je suis un optimiste et que je crois en un monde meilleur. Et je pense que la RSE est peut-être un moyen d'améliorer le climat des affaires, l'environnement économique et les relations entre les entreprises. Je crois que c'est très, très important. Mais par contre, il me semble qu'il y a un levier qui est très important, qui est lié à notre contexte. C'est comment faire pour faire en sorte que cette sensibilité par rapport aux bonnes pratiques de RSE soit entre dans les mentalités, rentre dans la manière de penser de la population, parce qu'on peut mettre en place les choses dans les organisations, mais après, quand vous avez quelqu'un qui va tout faire dans son entreprise pour qu'elle soit nickel, qu'elle soit super bien notée, et quand il sort, va commencer à jeter du papier par terre, etc., etc., je pense qu'il y a une schizophrénie là qu'il faut traiter au départ avant de pouvoir mettre en place quoi que ce soit de façon durable. Je vais essayer de répondre à quelques questions, notamment sur la demande. Je pense que la question de la demande par l'international est très importante et est un fait majeur qui poussera vers cette approche positive de la RSE et donc dont a parlé Sia Aziz au départ. Maintenant, il y a un autre volet qui est très important, c'est la finance islamique, qui est dans une approche effectivement négative, mais qui va apporter de toute façon une demande pour des fonds, pour des produits forcément sharia compliant et donc qui satisfont à une certaine éthique, qui répondent à une certaine éthique, et de ce fait-là, la demande va grossir. Maintenant, comment faire pour sensibiliser les PME, sensibiliser les entreprises en général? Je pense que c'est par ce que j'appelle l'évangélisation, comme vous voulez, mais en fait il faut prendre son bâton de pèlerin et aller former, et aller sensibiliser, éduquer, etc. À la Bourse Casablanca, j'ouvre une petite parenthèse, on lance dans les prochains jours un programme pour permettre aux entreprises de se préparer à arriver sur le marché financier, parce qu'on a remarqué que les entreprises actuelles, on n'arrive pas à les faire venir, et 2, celles qui sont là ne jouent pas forcément le jeu du marché financier, et donc il y a une incompréhension et forcément les choses ne peuvent pas fonctionner comme ça. Donc pour un développement durable de notre marché, il était nécessaire qu'on prépare ces entreprises de façon plus structurée, et donc on met en place ce programme-là qui a fait ses preuves en Europe et qui va être lancé donc la semaine prochaine. Et dans ce cadre-là, la gouvernance est une partie intégrante
des choses qu'on va essayer d'inculquer dans les entreprises. Là, l'organisation et la mise en place de bonnes pratiques sociales dans les entreprises est une chose qui doit être prise en compte avant d'arriver sur le marché financier. C'est des choses qu'on va essayer d'inculquer aux dirigeants pour que ça soit partie intégrante, et quand ils arrivent sur le marché, ça pourra peut-être alimenter de façon naturelle le marché. Ils pourront faire appel au marché plus naturellement. Dernier point, est-ce que les épargnants sont concernés par la RSE? Ça me semble difficile, peut-être par la finance islamique, si on la considère RSE. Maintenant, tout est une question de pratique. Si vous montrez l'intérêt aux épargnants, aux petits porteurs, d'avoir une bonne information, d'avoir une bonne gouvernance dans les entreprises, de leur permettre d'avoir cette information et de faire leur propre choix, je pense qu'ils adhéreront. Ils sont preneurs, ils sont à la recherche de cette information. En tout cas, ceux que je connais qui sont actifs sur le marché ont forcément cette demande-là, ont besoin d'informations, ont besoin que les choses se passent bien dans les entreprises pour qu'ils aient confiance dans ces entreprises et qu'ils puissent y investir. Et donc forcément, généralement, toutes les mauvaises incompréhensions ou les petits scandales qu'on a sur le marché viennent de cette incompréhension-là et du fait qu'il manque une information. Il manque surtout le fait que les gens ne savent pas comment forcément ça marche. Et donc, forcément, on a de mauvaises idées et dans ce cas-là, ça ne peut que ne pas fonctionner. Par contre, ça intervient dans les prix IPO. Quoi donc? Dans les prix IPO. Oui. Là, les institutionnels, normalement, ils doivent faire attention à la RSE. Bien sûr. Tout à fait. Bien, messieurs, mesdames, messieurs, nous allons, lui c'est la fin, il va parler après moi, il doit remercier, donner le calendrier suivant, je voudrais remercier tous les intervenants pour ce moment de grande intensité dans l'information, dans la réflexion. Un moment privilégié, vraiment, qui fait plaisir et qui fait honneur aussi à la bourse de Casablanca. Je félicite ainsi que les réseaux pour la tenue de cette table ronde. Moi, je ne ferai pas d'exposé ni de conclusion. Je voudrais dire quelques petites choses sur est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas. C'était question pour demander aux gens de s'exprimer personnellement, au-delà des rôles et des positions institutionnelles des uns et des autres. Quelque chose est en train de changer dans le monde. Il y a des choses qui changent. Il y a un nouveau rapport qui est en train de se créer à la notion de valeur. À la valeur. Comment mesurer la valeur? Comment mesurer la richesse? La mesure de la richesse a besoin aujourd'hui de nouveaux indicateurs et de nouveaux horizons. Et ces concepts-là aident à élargir les référentiels d'évaluation et les horizons de l'évaluation. Il y a aujourd'hui un effet de système qui se crée sous l'intervention de plusieurs acteurs dont les intérêts ne sont pas nécessairement superposables ni convergents. Des gens qui appartiennent à plusieurs sphères, mais l'interaction, la conjonction de leurs interventions crée un effet de système sur les entreprises. Les entreprises ne sont plus et seront de moins en moins conçues comme un patrimoine d'une personne ou d'actionnaires. L'entreprise n'est plus la propriété d'une personne, ce n'est plus la propriété de ses actionnaires. Les entreprises sont confrontées aujourd'hui à des attentes d'une somme incroyable de parties prenantes. Vous avez les actionnaires, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les médias, etc. Et c'est finalement l'effet convergent combiné, conjugué de ces différentes pressions. Ce sont des pressions. Et un manager aujourd'hui qui n'aurait dans le tableau de bord que la satisfaction de ses actionnaires, il irait au mur. Et à la limite, aujourd'hui, il est plus facile de faire patienter les actionnaires
que de faire patienter les collaborateurs, d'attirer les collaborateurs, d'attirer les talents. Il est plus facile d'attirer des capitaux que de garder des talents et de les développer. Et de construire un sens collectif pour l'entreprise. Et donc aujourd'hui, les managers doivent gérer une multitude de dimensions qui ne sont plus les dimensions traditionnelles. Et ils doivent afficher un engagement, des engagements de responsabilité sociale, mais qui ne peuvent plus être que des mots. Il y a eu un temps où on se pouvait afficher un code, une charte, et aujourd'hui c'est complètement fini. Excusez-moi, je vous ai interrompu parce qu'on a eu une discussion, moi et mon voisin, et on voulait faire un partage dans ce sens-là. Et je ne veux pas partir, moi et mon voisin, frustrés parce qu'on a un partage par rapport au volet organisationnel et managériel de l'entreprise. Parce que c'est ça le défi. Bien sûr. Le défi, ce n'est pas juste de mettre l'approche RSE à l'entreprise. Non, c'est pas le label n'est pas important. Oui. Il faut qu'il y ait une base derrière. Effectivement, et pour mettre en place cette base, il faut repenser toute l'entreprise. Parce que là, on est face à plusieurs mutations. Il y a la digitalisation, c'est pour ça que les valeurs humaines, ils ont évolué. Chaque personne, il peut dire ce qu'il a envie de dire. Il y a Facebook, il y a Google, il y a LinkedIn. Donc, chaque collaborateur, il peut dire, il peut influencer l'entreprise. Donc c'est ce qui a fait cette évolution. Et du coup, l'entreprise, il ne peut pas être l'entreprise d'hier. On a les défis du 21e siècle, comme a dit le représentant de Nexus. Et là, il faut repenser cette entreprise par rapport à ces bases-là. Donc, et du coup, les managers, ils n'auront plus le même rôle de manager, ils n'auront plus à manager, mais plutôt à leader. Ils doivent être des leaders, ils doivent être porteurs de valeurs. Et c'est ça le plus important. Donc, je ne voulais pas partir frustrée, je voulais faire ce partage-là. Nous vous remercions tous pour cette contribution, effectivement, qui ouvre sur la dimension managériale de la responsabilité sociale, qui est fondamentale, et sur la révolution managériale que ces concepts sont en train d'apporter. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'afficher des engagements. La responsabilité sociale, c'est s'engager et c'est rendre compte. C'est pas seulement faire savoir, c'est rendre des comptes. C'est l'idée de redevabilité, l'idée d'accomptabilité. Et rendre compte, jusqu'à présent, les entreprises rendaient des comptes financiers, sous forme de ratios, des indicateurs financiers. Aujourd'hui, ces comptes ne suffisent pas. La reddition s'étend à ces dimensions-là qui doivent permettre aux différentes parties prenantes de trouver de l'information sur le degré auquel l'entreprise prend en compte leurs attentes, leurs intérêts, leurs droits. Et être en capacité de répondre à cette nécessité-là, c'est en fait aussi quelque chose qui peut être assimilé ou interprété comme de la gestion de risque. C'est du risk management. C'est également du risk management. Une entreprise qui aujourd'hui fait le choix de négliger, de fermer la fenêtre sur les dimensions responsabilité sociale, prendrait des risques. Alors qu'à l'inverse, identifier et bien gérer ces risques et les maîtriser crée de la valeur et transforme les risques en opportunités. Il y a beaucoup d'autres thèmes extrêmement intéressants sur le lien entre la finance islamique et la finance responsable. Nous avons travaillé à Vigio sur ces sujets-là. Il y a énormément de points communs. On a vu que, par exemple, la finance islamique avait mieux résisté à la crise de 2008. Les fonds qui étaient constitués sur des critères de finance islamique étaient plus résilients. Parce qu'ils prennent en compte des facteurs économiques, notamment le taux d'endettement, le ratio d'endettement, ils l'ont fixé à 41%, je ne sais pas pourquoi c'est 41 et pas 40 ou 43, mais en tout cas, bon, il y a ce ratio-là de dette sur les fonds propres qui est intéressant et qui a permis finalement de lutter contre l'hyper-financiarisation et la spéculation et l'excès de prise de risque. Là où il y a des difficultés aujourd'hui avec la finance islamique, pour ce qui me concerne en tout cas, ici c'est de la recherche à développer, c'est sur les aspects droits de l'homme. C'est sur les aspects égalité entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est un vrai problème. On ne peut pas aujourd'hui aller dans ce type de finance à l'échelle internationale en disant c'est des dimensions qu'on ne va pas prendre en compte. Ou la dimension prise en compte de la vulnérabilité des personnes en situation de handicap, etc. Et c'est aussi la nécessité d'améliorer le reporting
et de fournir des indicateurs qui attestent de la tangibilité des process. Mais je n'ouvre pas au-delà ce sujet, il est intéressant. Dernier point, c'est sur le lien, il concerne le lien entre la performance et la responsabilité sociale. Alors ce lien, c'est comme la recherche du sexe des anges. Peut passer des années et des années, c'est le type de sujet qui n'a pas de fin. Il y a aujourd'hui des milliers d'études qui sont faites. Nous avons des partenariats, nous avons à peu près 70 partenariats de recherche que nous avons passés avec des universitaires qui ont pris notre base de données sur à peu près 3000 entreprises, sur 15 ans, sur des centaines et des centaines d'indicateurs. Et ils croisent, et ils croisent, et ils croisent, et ils croisent. Et le résultat, c'est qu'on trouve tout et son contraire. Il y a juste le projet. Ça veut dire que certains arrivent à la démonstration que l'intégration de facteurs de responsabilité sociale est un coût et dans l'investissement, parce que la réduction des univers d'investissement a conduit par nécessité à la réduction de la performance. Plus vous réduisez votre univers et plus vous... Et d'autres arrivent à démontrer le contraire, que le filtre financier appliqué avant le filtre de la responsabilité sociale permet d'aller vers des univers qui sont performants sur le plan, les meilleurs, les plus performants sur le plan financier, plus le filtre de la responsabilité sociale, et que là, on va vers des univers plus performants. On trouve, alors, il y a eu aussi des méta-analyses qui ont été faites, c'est-à-dire des analyses d'analyse. Des analyses qui ont passé des milliers d'analyses pour essayer de voir. Mais en fait, le problème, il est dans ces termes, dans la façon dont on le pose. C'est qu'on sait souvent plus facilement définir la performance financière et la performance boursière des entreprises qu'on ne sait définir la performance en responsabilité sociale. La responsabilité sociale n'est pas unidimensionnelle. Vous pouvez arriver à des résultats diamétralement opposés selon les définitions que vous avez de la responsabilité sociale. Si vous considérez que la responsabilité sociale, c'est de ne pas discriminer les femmes, et si vous dites par ailleurs la responsabilité sociale, c'est juste de ne pas investir dans le tabac, c'est deux choses complètement différentes. Et réunir 10 fois le conseil, même s'ils prennent vite. Voilà, et donc la question c'est celle de la bonne définition de la responsabilité sociale et des bonnes dimensions. Et là, il y a des études sérieuses qui ont été faites qui prouvent qu'en réalité, ce qui importe, c'est la capacité des entreprises à passer des choix rationnels dans la bonne identification des facteurs de risque et des parties prenantes à l'égard desquelles elles ont fondamentalement intérêt à s'engager. Merci de votre patience. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'y crois. Sinon, on n'aurait pas créé RS au Maroc. Et puis, comme tout le monde y croit, je vous invite tous à adhérer à RS au Maroc. Tout à fait. Parce que nous avons beaucoup de choses à réaliser. Nous avons beaucoup d'attentes. Quand on parlait de responsabilité individuelle, nous avons signé un contrat, une convention avec l'université. L'université de Casablanca, toute seule, représente 100 000 étudiants. Imaginez si chacun de nous puisse aller porter la parole à l'ensemble de ces étudiants. Quel pouvoir ça aurait? C'est ce qu'on compte faire donc, à travers donc, la création de clubs RSO au sein des universités, à travers des formations thématiques sur la RSE auprès de l'ensemble des écoles et universités, facultés au niveau de Casablanca, mais également de Marrakech. Nous avons également d'autres demandes à Tanger, à Agadir. Notre association est encore jeune, elle a besoin d'adhérents, elle a besoin de ressources. Nous invitons tous à y adhérer pour qu'on puisse contribuer tous à arriver donc à un ISR responsable, mais un ISR qui donne en fait la durabilité de l'économie, la durabilité du social. Et en fait, c'est ce que l'on doit mesurer, pas les performances financières. Comme chaque fois, on essaie de trouver une relation avec la performance financière. Mais en fait, un lien avec la durabilité de l'entreprise, la durabilité
du développement de l'humain. Je pense que c'est ça le lien qu'il faut mettre, et c'est ce qu'il faudrait mesurer. Et pour conclure, je vous invite donc à un petit dîner à côté, un cocktail dînatoire, qui va nous permettre de continuer nos discussions. Très bien. À très bientôt. Merci.